Dans cette nouvelle causerie astrologique et autres d'ailleurs, qui fait pendant au journal de bord d'un astrologue, nous sommes aujourd'hui, je crois, le 14 janvier 2012, pardon. J'aurais abordé un certain nombre de problèmes que j'ai d'ailleurs évoqués dans certains de mes textes. Mais avant toute chose, il y a une espèce sociologique que j'aimerais approfondir un peu avec vous, chers téléspectateurs, et qui concerne un problème que j'avais d'ailleurs, un phénomène que j'avais d'ailleurs évoqué par le passé, mais qui là me semble prendre des proportions assez remarquables et qui nous font réfléchir. C'est celui de la personnalité des astrologues qui se mettent au service justement de l'astrologie. Alors je vais soutenir un paradoxe, c'est que je me méfie des gens trop brillants, dans tous les domaines. Trop brillants, et qui par conséquent sont capables de jeter un peu de la poudre aux yeux et de faire passer des produits, dans tous les domaines, des produits moyens, médiocres, voire douteux, grâce à leur bagout, grâce à leur entre-gens, grâce, je dirais même parfois, à un certain sens du spectacle. Et à un moment donné, cette façon de procéder, véritablement, s'avère contre-productive. C'est vrai qu'il y a des gens, en effet, et nombreux sont ceux qui, effectivement, quelque part, se mettent au service de la cause astrologique, et qui défendent fréquemment une astrologie contestable. Contestable en soi. C'est-à-dire une astrologie qui ne tient pas debout, dont les théories sont fumeuses, qui sont un assemblage de traditions, de dictons, qui ne sont pas remis en question, et d'innovations plus ou moins fantaisistes. Comme disait, je crois, quelqu'un, quand vous dites des choses connues, ce n'est pas de vous, et quand vous dites des choses qui sont de vous, ce n'est pas très intéressant. Donc, j'ai toujours dit qu'un produit n'avait pas besoin, quand il est bien conçu, d'un grand génie pour être utilisé. Qu'il faille du génie pour produire le produit, pour concevoir le produit, ça c'est une affaire entendue. Mais en revanche, on sait très bien qu'il y a des produits tout à fait géniaux qui peuvent être utilisés par des gens qui le sont beaucoup moins. Et on ne leur demande pas plus. Et qu'il y a des produits qui ne sont pas du tout géniaux et qui ne peuvent fonctionner que parce qu'ils sont utilisés et présentés par des gens qui ont un certain talent. Un talent de quoi? Un talent de vendeur, un talent de représentant, un talent de battleur. Et ça dans tous les domaines, pas spécialement en astrologie. Il y a des cuisiniers qui font une cuisine mangeable, goûteuse,
mais dont les produits sont très douteux et sont passibles éventuellement d'amendes ou pénalités par les services sanitaires. C'est une vieille histoire que cette histoire de perpétuer des choses qui font problème en elles-mêmes, en se servant de personnes qui savent les présenter aussi heureusement et aussi positivement que possible. L'astrologie, depuis des décennies, vit de cette façon, qu'on pourrait appeler des expédients finalement. Elle se sclérose, elle devient de plus en plus incompréhensible par ceux-là même qui l'exposent, mais elle continue son bonhomme de chemin parce que, justement, il y a une pléiade de praticiens, d'enseignants, de conférenciers qui mettent leur talent à son service. Ce système, à mon avis, est en train d'imploser. Je dis ça pourquoi? Parce que, comme vous le savez peut-être, je considère que nous sommes à une fin de quelque chose, sans entrer dans la logique de la fin de l'an 2011 ou 2012, mais il y a des périodes fréquentes. Pour l'astrologie, les fins sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croit, et la fin n'est jamais que le début d'un nouveau cycle. Elles n'ont pas lieu tous les 10 000 ans, elles peuvent avoir lieu à des échéances beaucoup plus rapprochées et beaucoup plus fréquentes. Donc, dont acte, effectivement, quel que soit le point de vue qu'on puisse avoir, il y aurait actuellement, en effet, la fin de quelque chose. Quelle que soit la durée de la période qui se termine. Et de celle qui commence. C'est un autre sujet. Eh bien, nous sommes dans une période que j'appelle martienne, dans mon langage, dans mon jargon, qui correspond au mi-point entre la position de Saturne entre l'étoile fixe Régulus et l'étoile fixe Antares. C'est un début de cycle, surtout de nouvelles lunes en quelque sorte. Et je pense que c'est un moment favorable pour arrêter certains procédés. Et par conséquent, pour viser une autre stratégie qui serait articulée sur un produit astrologique aussi simple que possible, d'un maniement et d'un apprentissage aussi simple que possible, et avec des interventions de la part des vendeurs aussi limitées que possible, de façon à ce que ces vendeurs ne continuent pas à vendre des produits douteux. La seule façon pour éviter que des vendeurs plus ou moins habiles vendent des produits douteux en astrologie, c'est finalement d'interdire qu'il y ait des vendeurs. En tout cas, de demander aux vendeurs, ça c'est un rôle de déontologie, d'intervenir le moins possible et de se contenter d'expliquer le mode d'emploi aux clients, sans interférer. Vous savez, j'ai connu dans mon enfance des situations assez étranges, qui m'ont marqué d'ailleurs, où certaines personnes
parlaient très peu et où une autre personne parlait à leur place. Et ça crée une situation très, très bizarre, finalement. Donc, le côté ventriloque, non, très peu pour moi. Laissons les produits parler d'eux-mêmes, dans tous les domaines. Astrologie, alimentation, technologie, bien entendu. Imaginez quelqu'un qui vendrait une voiture, qui ne laisserait pas le client conduire la voiture, parce qu'il saurait la faire marcher, mais de façon, les autres ne pourraient pas la faire marcher. J'ai souvent d'ailleurs observé beaucoup d'enseignants en astrologie, puisque j'ai dirigé moi-même des cours d'astrologie, où je n'étais pas forcément moi-même professeur, pas forcément. Et je me suis aperçu, je me suis souvent fait la réflexion, je me disais, mais ce monsieur qui enseigne l'astrologie, il enseigne l'astrologie d'un côté, et puis il donne des exemples de l'autre côté, et puis visiblement ces exemples exigent un talent très particulier pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Et un talent qu'il n'était même pas en mesure de transmettre à ses élèves d'ailleurs, parce que d'ailleurs, un talent, ça ne se transmet pas forcément. Donc, il y a des formes d'intelligence qui permettent de sauver la mise de l'astrologie, mais qui finalement, quelque part, perpétuent un état malsain de l'astrologie, un état de détérioration, de corruption de l'astrologie. Et c'est assez curieux, parce que plus l'astrologie est en train de se corrompre, et plus cela fait appel à des gens de plus en plus doués pour la présenter, pour la représenter. Bon, ce genre de phénomène, effectivement, est quand même très contestable. Donc, mettons en veilleuse, alors je ne dis pas indéfiniment, mais mettons en veilleuse pour les prochaines années. On dirait, oui, mais alors il y a des gens qui ne vont plus travailler, pas de problème. En tout cas, mettons en veilleuse ces interférences des astrologues, enseignants, praticiens, conférenciers, qui parlent au nom de l'astrologie, mais en fait, qui parlent à la place de l'astrologie, quelque part. Ou qui élaborent des théories en disant c'est ça l'astrologie. Mais ils veulent probablement lui rendre service, en lui attribuant des idées, des propos qui ne sont même pas les siens. Enfin, voilà où on en est, des gens qui, d'ailleurs comme on dit, n'est-ce pas, garde-moi de mes amis, de mes ennemis, je me garde. C'est-à-dire que les amis de l'astrologie, évitons. Ce sont des gens qui finalement peuvent faire beaucoup de mal à l'astrologie, que ces amis de l'astrologie. Alors que des adversaires de l'astrologie, critiques, peuvent au contraire finalement être des apports appréciables. Alors, je voulais dire ça en introduction. Et dans la foulée, je voudrais aborder un sujet qui me tient à cœur, mais il n'a pas de rapport évident avec l'astrologie, mais à mon avis, il ne faut pas comme ça compartimenter, cloisonner les sujets. Bien souvent, en abordant des sujets qui ne sont pas de l'astrologie, ça nous éclaire sur l'astrologie par voie, par un biais ou par un autre. Donc ne nous cloisonnons surtout pas. Alors, une petite parenthèse, donc, un petit interlude avant de passer à d'autres sujets, concernant la question de la viande. Alors, est-ce que l'humanité doit être végétarienne? Est-ce que l'humanité doit éviter de manger de la viande? Moi, je répondrais de la façon suivante, à savoir qu'il faudrait interroger les intéressés.
Les intéressés, c'est notre propre corps, c'est notre propre poids, c'est notre propre forme, au sens d'avoir la forme. C'est nos propres performances physiques et autres. On ne peut pas simplement disserter sur les inconvénients de manger de la viande pour l'écologie. Non. Manger de la viande, c'est d'avoir un problème de santé, un problème de savoir ce que ça nous donne. Maintenant qu'il puisse y avoir des inconvénients, c'est un autre problème. Mais non, mais il ne faut pas tout mélanger encore. Moi, j'ai souvent remarqué que les personnes qui mangeaient beaucoup de légumes étaient lourds. On rappelle souvent cette anecdote de mineurs polonais qui ne voulaient pas manger de viande, justement, en tout cas de viande rouge, de viande fraîche, et qui voulaient leur poté avec leurs pommes de terre, leurs oignons, etc. Un truc qui tienne bien le ventre, et puis qui leur donnait d'ailleurs beaucoup de ventre, justement. Alors, donc, il y a aussi une culture beaucoup plus répandue qu'on ne le croit, une culture végétarienne. Ou plus exactement, qui n'est pas absolument végétarienne, mais qui l'est malgré tout. Des gens, par exemple, qui mangent des pâtes avec quelques grammes de viande hachée, moi j'appelle ça des végétariens. Des gens qui mangent de la choucroute avec une ou deux saucisses par-dessus, moi j'appelle ça des végétariens. Des gens qui mangent de la purée avec un petit peu de viande hachée pour faire un parmentier, j'appelle ça des végétariens. Donc si vous voulez, des gens qui mangent des haricots blancs avec un petit peu de saucisse pour faire un cassoulet, moi j'appelle ça des végétariens. Des gens qui mangent de la semoule avec des légumes et puis une merguez, j'appelle ça des végétariens. Donc les végétariens, ils sont en majorité. Alors ce sont les végétariens qui ne sont pas, qui le sont par la force des choses, je dirais d'une certaine manière, ou par habitude. Mais en fin de compte, presque tout le monde est végétarien. Rares sont ceux qui renoncent aux légumes. Il faudrait peut-être inverser les choses. À partir du moment où quelqu'un mange des légumes, il est végétarien. Parce que on sait très bien que la proportion de viande chez la très grande majorité de gens qui mangent des légumes est très faible. Elle est voisine de zéro, elle est symbolique, je dirais presque. Et ce qui nous ramène à notre sujet, effectivement, on a inventé avec beaucoup d'ingéniosité toutes sortes de plats qui sont perpétués jusqu'à nos jours, et qui sont des plats extrêmement douteux, qui sont des plats qui sont marqués par la pénurie, qui sont marqués par une sorte de façon d'avoir un petit goût de viande, comme ça, un petit fumet de viande, un petit peu d'échantillon, par exemple, je sais pas, moi je pense au petit pain au lardon, on vous donne un pain et puis on a mis quelques lardons qui sont parsemés dans le pain, et puis voilà. Bon. Moi je considère que d'une certaine manière, l'astrogie fait partie de ces plats qui nous sont servis depuis des siècles, et qui finalement, il faudrait vraiment se poser la question de la finalité. D'ailleurs, j'avais enregistré pour Téléprovidence, il y a déjà, c'était en décembre 2010, un déjeuner justement dans l'Aude, dans le sud de l'Aude, chez notre ami Thierry Bécourt, en présence de Christian Moisan, sur la question du plat. Et le plat, c'est beaucoup de choses. Le thème astral, c'est une sorte de plat, où on vous met des tas de choses, des tas d'ingrédients, des tas de planètes, des tas de signes, etc. Et puis on parle de l'unité. Alors, c'est amusant, la notion même d'unité, le plat, la choucroute, l'hachis parmentier, la moussaka. En réalité, c'est un singulier qui recouvre une très grande diversité, sinon une grande disparité de ses composantes.
Et bien l'astrologie aussi, elle a des tas de composantes qui viennent un peu de partout, et puis qu'on rajoute, qu'on entremêle, qu'on entrelace. Bon, donc, concernant la nécessité ou pas de manger de la viande, je pense que il faut quand même faire des contrôles pour voir si les gens ne se portent pas beaucoup mieux quand ils mangent très peu de légumes, au niveau de leur performance physique, de leur poids, de leur forme, de leur ligne. Alors, bon, il est vrai que bon, il y a tout un débat sur les animaux qu'on entretient, qu'on élève pour qu'on puisse manger de la viande. Mais je dirais très franchement, de manière un peu cynique, qu'il y a des sociétés qui peuvent se permettre de manger de la viande et d'autres qui ne peuvent pas se permettre de manger de la viande parce qu'elles n'ont pas les moyens. C'est tout. Bon, donc les plats, moi je disais tout à l'heure en ironisant, j'ai dit, eh ben, les plats que nous avons inventés, ces fameux cassoulet, ces fameux choucroutes, tous ces plats comme le couscous, comme les spaghettis bolognaises, comme la tortilla, comme la paella, comme tout ce qu'on voudra, eh bien, voilà, ce sont des inventions de l'Occident, si on peut dire, qui pourraient très bien être proposées à d'autres pays moins argentés et moins équipés. Je suis pour l'exportation du cassoulet, de l'idée de cassoulet, de l'idée de choucroute, de l'idée de moussaka, de l'idée de spaghetti bolognaise, de l'idée de paella, de l'idée de pizza. Voilà, ce sont des produits d'exportation, à mon avis. Mais peut-être pas forcément des produits de consommation intérieure. En tout cas, plus maintenant. Et il y a un décalage historique là, qui fait qu'on continue à manger en Occident des plats qui n'ont plus aucune raison d'être dans nos pays. Vu qu'on est très bien achalandé en fruits, très bien achalandé en viande, que les distances sont très rapides, sont très courtes, et qu'on n'a plus besoin de ces fameux biscuits qu'on mangeait dans les bateaux qui partaient pour des mois. Voilà. Il faut quand même être raisonnable. On a une nourriture qui est totalement décalée par rapport au progrès technique, au progrès moderne actuel. Dans les pays où il y a des carences, les plats que nous avons inventés pourraient effectivement être utiles. Et on devrait également exporter énormément, beaucoup plus de légumes, de toutes sortes, de céréales, voilà. Et avoir essentiellement des prairies où on élèverait les animaux que l'on mangerait. Donc, je ferme la parenthèse et je voudrais aborder d'autres questions, comme celle des méthodologies consistant à rechercher s'il n'y a pas éventuellement de nouvelles planètes qui devraient intervenir. Alors déjà, dès le départ, je ne crois pas une seconde à cette idée de planètes qui apparaissent au moment où l'humanité passe par un stade, quel qu'il soit. Bon, je suis suffisamment historien de l'astrologie pour que ça me fasse penser à toute la... J'ai fait beaucoup de travaux sur les comètes, et donc là on est en plein dans une logique cométique, c'est-à-dire effectivement un astre apparaît, une nouvelle étoile apparaît, et puis qu'est-ce que ça veut dire, une éclipse aussi, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. L'astrologie, à mon avis, n'a pas à entrer dans ce genre de logique, qui est également une forme de mysticisme qui effectivement séduit. On retombe dans le même problème de cette stratégie de communication à base de nouvelles planètes. Et ça plaît beaucoup. Chiron est apparu à tel moment, Cérès est apparu à tel moment, Pluton est apparu à tel moment, Uranus à tel moment, Neptune à tel moment, etc. etc. Pour moi, ce n'est pas de l'astrologie. C'est une forme d'astromancie, c'est tout ce qu'on fait, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est quelque chose qui marque fondamentalement l'astrologie contemporaine.
Et c'est pas du meilleur aloi, hein, du tout. Je pense que c'est même contre-productif. Il semble bien préférable de s'en tenir aux fondamentaux de l'astrologie la plus ancienne, celle qu'on connaissait déjà il y a 5000 ans, quand on connaissait les étoiles fixes déjà, les planètes comme Jupiter ou Saturne, et puis voilà. Alors, je ne sais pas qui a inventé ces théories sur le fait qu'il y avait de nouvelles planètes qui apparaissaient parce que l'humanité avait pris conscience de certaines choses ou avait évolué de certaines manières, mais tout ça, ça n'est pas heureux, ça n'est pas du tout heureux. Même si ça peut plaire ou ça peut exciter les esprits. Ça fait partie de ces apports qui sont finalement, à mon avis, problématiques. Et je voudrais revenir plus approfondi là-dessus. Quand quelqu'un me dit, par exemple, que... parce qu'il y a non seulement les planètes qu'on découvre, mais les planètes qu'on n'a pas encore découvertes, ou qu'on a découvertes, mais on ne sait pas très bien si elles sont là, si elles existent, si elles ne doivent pas... Bon, sans parler de Pluton, il y a aussi le problème de Proserpine. Il y a une certaine Proserpine qui est découverte en 1983. On ne sait pas très bien maintenant où elle est. Enfin bon, elle a été repérée à un moment donné. Quel est l'intérêt réellement d'intégrer dans l'astrologie ces nouveaux facteurs? Alors, effectivement, cette question ne date pas d'hier. Déjà, Néroman, dans les années 30, autant que je m'en souvienne, avait considéré qu'il fallait impérativement intégrer certaines planètes nouvelles, parce que, comme ça, chaque signe zodiacal aurait sa planète dominante, sa planète en domicile. On a eu récemment d'ailleurs un débat qui est sur Téléprovidence avec Mireille Petit et Roger Benoît Jourlin sur cette question de l'augmentation des planètes. Alors, il y a les spécialistes, les partisans des trans plutoniennes, les partisans des trans saturniennes, et moi je suis un partisan des trans solaires. C'est-à-dire des trans solaires, c'est-à-dire Mars, Jupiter et Saturne. Parce que je pense qu'effectivement les planètes comme Soleil, Lune, Mercure, Vénus étaient connues bien avant qu'on découvre Mars, Jupiter ou Saturne. Et puis en plus, elles ne nous apportent pas de nouvelles structures de temps, puisque toutes ces planètes sont toujours, enfin, restent dans le cadre du mois ou de l'année. C'est avec Mars qu'on change de schéma, d'échelle. Alors on nous dit, ce qui d'ailleurs nous renvoie aussi aux théories sur la naissance de l'astrologie, comment a-t-on découvert l'astrologie, comment on a découvert l'influence des planètes, des significations planétaires, etc. On nous dit que on a remarqué qu'à tel moment, il se passait quelque chose et qu'il n'y avait pas de planète pour en rendre compte, et donc qu'il fallait supposer qu'il y en ait une. C'est un peu le raisonnement de l'école de Hambourg, avec ce qu'ils appelaient les planètes transneptuniennes, parce qu'à l'époque on ne connaissait pas Pluton, c'était à la veille de la Première Guerre mondiale, notamment avec Witte, W-I-T-E. Ils avaient comme ça repéré des points qui ne correspondaient à aucune planète connue et qui justifiaient que l'on supposât l'existence de planètes hypothétiques. Gabriel Ruiz, d'ailleurs, a publié récemment un ouvrage sur cette astrologie uranienne. Je l'ai interviewé à ce sujet il y a quelques mois sur Téléprovidence. Ruiz, R-U-I-S. Alors, je crois qu'il faut être extrêmement prudent à ce sujet. Alors, il y a une tendance de certains astrologues à préférer avoir un préjugé favorable pour les planètes. C'est-à-dire pour
une donnée correspondant à un corps astral. Que ce soit d'ailleurs ça peut être tout à fait un aspect entre deux planètes. Éventuellement, une planète entrant dans un signe, dans une constellation. Parce que le signe zodiacal, pour les astrologues, c'est quand même quelque chose qui a une réalité astronomique. Ce qui est d'ailleurs faux. Il y a une réalité astronomique au niveau du métalangage, mais astronomiquement, au niveau de la science astronomique, le zodiaque n'existe pas. L'écliptique existe, mais sa division en 12 n'existe pas. Quand bien même elle correspondrait, ce qui n'est plus le cas, aux conjonctions Soleil-Lune, de toute façon, pour l'astronomie, la conjonction Soleil-Lune, c'est un épiphénomène. On peut l'observer, certes, mais ça n'a pas de signification au niveau de la science astronomique. Ce n'est pas un élément majeur du fonctionnement du monde, même si ça en respecte les lois de la gravitation, etc. Donc, les astrologues tendent à vouloir que, quand il y a une configuration signifiante pour rendre compte d'un événement, ça se manifeste sous la forme d'un aspect entre deux planètes, et de préférence, pourquoi pas, une conjonction, et d'autre part, par l'entrée, par exemple, d'une planète dans un signe ou dans une constellation. Ce sont d'ailleurs deux courants qui, à la fois s'opposent, se complètent ou sont en alternance. Il y a des périodes où les astrologues nous parlent constamment des aspects entre planètes, et puis récemment, on nous a plutôt parlé de l'entrée de telle planète dans des signes comme Pluton, Capricorne, et j'en passe. Donc là aussi, ça dépend des circonstances. Tantôt, la lisibilité veut qu'on parle plus des planètes dans les signes, et puis à d'autres moments, c'est moins évident, alors on va se reporter vers les planètes en rapport entre elles. Mais il y a d'autres solutions, d'autres modes de recherche que cela. Alors, les Allemands avaient élaboré un procédé qui s'appelle les mi-points. Alors, les mi-points, c'est une idée amusante, c'est-à-dire que on va noter que quand on prend deux planètes, eh bien, à mi-distance entre ces deux planètes, il y a un point qui peut être important et qui ne correspond effectivement à aucune position planétaire, zodiacale particulière. Bon, moi, je ne suis pas spécialement non plus favorable au mi-point. Si ce n'est qu'effectivement, pour moi, quand Saturne est au mi-point entre deux étoiles fixes royales, on est au début d'un nouveau cycle. La phase je l'appelle la phase martienne, correspond au mi-point entre deux étoiles fixes royales. Il y a 4 mi-points qui peuvent être calculés successivement à 7 ans d'intervalle. Donc, ces points-là, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas connus des astrologues, pas plus d'ailleurs généralement, enfin, ils le sont un peu plus, pas plus généralement que les positions de Saturne sur une des étoiles fixes royales. Donc, si vous voulez, au fond, nous avons tous nos calendriers, nos grilles de lecture, et chaque grille de lecture va déterminer des dates qui ne sont pas les mêmes. Il en est d'ailleurs ainsi aussi pour la question de la domification. Placide de Titis, à la fin du XVIIe siècle, qui fut d'ailleurs traduit très rapidement en anglais, et qui écrivait en latin, et qui était d'origine italienne, qui appartenait au clergé, avait proposé une
nouvelle façon de calculer les maisons, les pointes des maisons, dans le but d'améliorer les performances prévisionnelles de ses collègues. Puisque par définition, si on change la notification, on a de nouvelles cuspides, et donc on a de nouvelles pointes de maison, et donc on a de nouvelles échéances. Les dates ne sont plus les mêmes, puisque les maisons ne sont plus au même endroit. Je pense notamment aux directions primaires, mais même à la limite au transit qui passerait sur la pointe d'une maison. Si la pointe d'une maison est à un autre endroit, eh ben, évidemment, ça pose un problème. Or, les pointes de maison, sauf les angles, ne sont pas au même endroit, selon qu'on est en système Placidus, Campanus, ou région Montanus, ou égal, etc. Ou corps, ou topocentrique, ou harmonique, pour penser à AD, John AD, les harmoniques. Donc, on voit bien que cette question d'expliquer un phénomène parce que à telle date s'est passé certaines choses, ou quelque chose a commencé à partir d'une certaine date, c'est un problème extrêmement complexe. Mais en même temps, il n'exige pas nécessairement de faire intervenir une planète. Parce que on arrive à une forme d'inflation. Si chaque fois qu'il y a une question à expliquer, il faut faire jouer une planète, eh bien effectivement, on va être amené à utiliser toutes les planètes qui traînent. À commencer par Chiron, à commencer par les astéroïdes, à commencer par les transsaturniennes, et à commencer par les transplutoniennes. Et j'en passe. Ces planètes, on les connaît, même si on peut aussi en inventer, mais elles n'étaient pas connues de l'Antiquité, et donc on est amené à en rajouter. Et puis on les intègre éventuellement dans le dispositif des domiciles et des exaltations, etc., etc. Donc là, on a une spirale inflationniste qui est fondée sur le fait qu'on veut à tout prix expliquer un événement par une configuration planétaire. Un exemple connu, c'est 1989, qu'on veut absolument expliquer par la conjonction Saturne-Neptune, alors qu'il y a d'autres explications, notamment le mi-point, justement, de Saturne avec deux étoiles fixes royales qui se trouvaient, qui existaient à ce moment-là. Et des mi-points, il n'y en a pas 36 000 des mi-points, il n'y en a que 4. Alors, donc, c'est quand même un événement important que quand Saturne tombe sur un mi-point. Effectivement, Saturne, en décembre 89, et le mur de Berlin était à 12 degrés, à peu près 12, 14, enfin, peu importe, du Capricorne, et donc il était au mi-point d'Antares et de Fomalhaut. Voilà. Voilà. Alors évidemment, quand on ne connaît pas cette théorie des mi-points par rapport à Saturne et aux étoiles fixes royales, on va dire, bon, mais c'est à cause de Saturne-Neptune. Comme le fait André Barbeau. Mais le problème, c'est que c'est bien gentil de vouloir expliquer une fois un phénomène de ce genre, mais c'est pas comme ça qu'on travaille en astrologie. Il faut l'expliquer sur un grand nombre de cas. Si la conjonction Saturne-Neptune grand marche pour ce cas-là, mais pas pour d'autres, ben ça veut dire que c'est pas Saturne-Neptune qui a joué, que c'est une coïncidence. Je sais qu'il y a des astrologues qui veulent tout expliquer. Pour eux, du moment qu'il y avait Saturne-Neptune à cet endroit-là, ça fait partie de la configuration qui existait. Mais ça aussi, c'est très contestable, cette idée de faire jouer toutes les planètes pour rendre compte d'un événement donné. Non, l'astrologie est cyclique, elle doit jouer sur des facteurs simples, et elle ne doit pas combiner systématiquement tout ce qui se passe dans le ciel à un moment donné. Ça, c'est un postulat que je rejette totalement et radicalement. Tout ce qui se passe à un moment donné n'est pas signifiant astrologiquement
pour rendre compte d'un phénomène donné. Donc, on peut très bien travailler avec une seule planète pour aller jusqu'au bout d'une certaine forme de simplification. Vous savez que c'est une grande tradition chez les peintres chinois de rechercher la plus grande simplicité, la plus grande économie. On peut très bien, avec une seule planète, comme Saturne, découper son cycle en un certain nombre de secteurs, pas forcément 12, pas forcément liés aux 12 signes zodiaques, pas forcément liés aux constellations. Et d'ailleurs, l'autre jour, quelqu'un faisait un exposé, il disait Saturne, c'est la structure. Justement, Saturne, la structure, c'est aussi la structure de l'astrologie elle-même. C'est la planète de structuration de l'astrologie. Ce qui veut dire que les autres planètes, elles ne sont pas structurantes. Ça veut dire quoi qu'elles ne sont pas structurantes? Mais ça veut dire que ce ne sont pas elles qui donnent le calendrier. Ces autres planètes, elles sont là simplement pour dire que, par exemple, il y a tant de phases, on peut découper un cycle en tant de phases, et que chaque phase est marquée comme une sorte de théorie des âges, par une succession de types de symboles planétaires. On passerait effectivement de Vénus à Mercure, je ne sais pas moi, de Mercure à Mars, de Mars à Jupiter, enfin, tout dépend du système qu'on utilise. Mais ça, ce ne sont pas des planètes structurantes, ce sont des planètes qui vont donner une tonalité au moment où effectivement les choses se passent. C'est un peu comme la théorie des décans. Hein, voilà. La théorie des décans, c'est une théorie intéressante aussi. Bon, c'est une division en 3 du signe. La théorie des termes, c'est une division en 5. Mon ami Didier Massoul m'assurait que, archéologiquement, il y avait aussi des divisions des saisons en 4. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant. De même que, je ne sais pas si j'en ai parlé dans une causerie précédente, enfin je peux toujours y revenir, les 4 éléments, ils sont censés être, à mon avis, c'est la marque d'une division de la saison en 4. Parce que répartir les 4 éléments à cheval sur 2 saisons, ça ne me paraît pas très cohérent. Hein. Évidemment, ça exigerait que le système des modes à cardinaux fixes mutables comportât un quatrième groupe. Mais en même temps, il pourrait très bien ne faire qu'un avec les 4 éléments. On n'utiliserait plus les cardinaux fixes mutables, on utiliserait plutôt les 4 éléments, feu, terre, air, eau, qui diviseraient chaque saison en 4. Bon. Je n'ai pas creusé spécialement la symbolique des 4 éléments. Je vais préférer creuser la symbolique mythologique, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, mais on pourrait aussi éventuellement dire qu'on passe dans un processus cyclique par les 4 éléments, dans un ordre d'ailleurs qui ne soit pas forcément celui de la tradition astrologique, entre parenthèses. On n'est pas obligé d'accepter cet ordre-là. On me dit, mais vous simplifiez l'astrologie. Je ne vois pas en quoi je simplifie l'astrologie. Je la rends à sa virginité, sa pureté originelle. Ce sont les autres qui ont compliqué l'astrologie, ce n'est pas moi qui la simplifie. Et on revient à cette idée que j'exposais au départ de cette causerie, à savoir qu'il faut donner des outils simples aux gens, au public. Des outils qu'ils comprennent eux-mêmes et qui n'ont pas besoin d'un talent divinatoire, psychologique, d'inspiration quelconque, de la part d'un astrologue. Mais franchement, les cours d'astrologie, c'est ce qui est le plus déprimant. Parce qu'on voit des gens qui viennent écouter ces cours et qui n'ont aucun esprit critique, qui ne posent aucune question, qui apprennent l'astrologie comme ils apprendraient l'anglais ou le chinois. L'astrologie, c'est pas une langue qu'on apprend comme ça, c'est pas une langue qui doit être apprise, d'ailleurs c'est pas une langue. En tout cas, elle n'a pas vocation à avoir la complexité d'une langue. Ça, c'est pas du tout un modèle qui lui est favorable. De même que l'astrologie n'a pas la vocation à être de même ordre que la médecine. Bon, c'est-à-dire que
Mais on nous parle le médecin. Mais le médecin, c'est quelqu'un qui vient dépanner, qui vient réparer. Mais il ne vient réparer que dans la mesure où il connaît l'anatomie ou les lois de la médecine. Quand on donne un prix Nobel de médecine à quelqu'un, c'est pas parce qu'il a soigné une appendicite. C'est parce qu'il a mieux compris un certain nombre de phénomènes fonctionnant dans le corps humain. De même qu'un grand astrologue n'est pas forcément un praticien de génie, mais c'est quelqu'un qui a fait avancer la pensée astrologique. Et qui l'a décanté, qui l'a dégrossi, qui l'a mieux structuré. Là encore, on retombe dans une problématique saturnienne. Donc, c'est cette complexification de l'astrologie qui va justifier de longues études d'astrologie, qui va justifier de passer par la synthèse et la traduction d'un astrologue qui va profiter de son talent pour parler de l'astrologie de manière intelligente, ou pour endormir le client ou l'élève qui ne va pas trop se poser des questions, mais qui va se laisser un petit peu hypnotiser par l'astrologue, si on peut dire. Tout ça, c'est, à mon avis, révolu. Bon, quand je dis ça, je suis quand même un petit peu optimiste, parce que l'astrologie, on a vu d'autres, et elle a survécu à beaucoup d'autres choses. Ce qui est d'ailleurs un paradoxe, parce que c'est une discipline qui parle du cycle, des mutations du temps, et qui finalement elle-même n'arrive pas vraiment à évoluer comme il conviendrait, et à évoluer au sens cyclique du terme. C'est-à-dire, à un moment donné, elle doit se débarrasser d'un certain nombre de choses qui vont plus s'accumuler, comme les feuilles qui tombent d'un arbre, elles ne restent pas sur l'arbre. Malheureusement, là, les phénomènes ne se produisent pas aussi simplement. Et d'autre part, je répète, il y a ces fameux astrologues qui arrivent, par leur ingéniosité, à perpétuer un savoir des plus douteux. Je ne suis pas du tout anti-astrologue, mais je considère qu'il y a beaucoup de choses en astrologie qui ne sont pas à leur place. Et un des principes fondamentaux que je voudrais qu'on remette en avant, c'est que l'astrologie peut fonctionner sur une seule et unique planète, en tant que facteur structurant. Et que les autres planètes, elles ne sont là que pour, en quelque sorte, comme l'avait très bien compris Manilius d'ailleurs, dans sa théorie des domiciles des planètes, elles ne sont là que pour marquer les étapes par lesquelles passe cette planète structurante. Non pas du fait de leur position planétaire, parce qu'on sait très bien que la théorie des domiciles, elle n'a que, même quand elle parle des planètes, elle n'a que faire de leur position réelle. Il s'agit simplement d'attribuer, comme le font les Indiens avec les dasas, d'attribuer à un secteur la domination d'une planète. Quand je dis secteur, je ne renvoie pas forcément aux signes zodiacaux. Je pense qu'on peut très bien diviser en 8 plutôt qu'en 12. Hein, aussi bien d'ailleurs le zodiaque que les maisons. Certains actuellement parlent beaucoup de la division en 8 des maisons, mais je pense qu'on peut parler aussi de la division en 8 du zodiaque. Et d'ailleurs les Chinois, ils ont en fait compte 8 demi-saisons. Hein, et le nouvel an correspond justement à une demi-saison par rapport à nous. Il est à mi-chemin entre le nouvel an chinois, qui on va bientôt le fêter d'ailleurs, il est à mi-chemin entre le début de l'hiver et le début du printemps. Donc voilà, donc il y a... maintenant, parce qu'effectivement, jusqu'où doit-on remonter en astrologie? C'est ça la question. Certains diront, ah oui, mais vous savez, l'astrologie est très ancienne, elle a déjà dit ceci, cela. Non, mais ça, c'est déjà des astrologies tardives. Il faut remonter beaucoup plus haut. Ce que j'ai compris au cours de mes 40 années de recherche, c'est que l'astrologie se jouait bien en amont, beaucoup plus en amont qu'on le croyait. Et que ce qu'on avait, ce qui nous restait, c'était déjà des formes tardives, des formes parfois dégénérées de l'astrologie. Et surtout un énorme syncrétisme. On a rassemblé tout ce qui touchait à l'astrologie de près ou de loin pour en faire une espèce de synthèse ou de corpus.
Ce qui nous renvoie à un débat que j'ai lancé il n'y a pas longtemps sur émetteur et récepteur. C'est-à-dire qu'effectivement, de même que j'ai lancé le débat sur Mars et Vénus, est-ce que Mars correspond au printemps, ou est-ce que Vénus correspond à l'automne, ou est-ce que c'est l'inverse? On entend encore beaucoup trop souvent des gens qui associent Mars au printemps. C'est une contre-vérité. Mars correspond au contraire, c'est l'anti-printemps, c'est le début de l'automne, c'est-à-dire que c'est le début d'un nouveau départ. L'énergie la plus importante, ce n'est pas l'énergie du printemps, c'est l'énergie de l'automne. C'est l'énergie quand on rebondit alors que les choses se défont. Au printemps, déjà, les choses ont déjà repris tournure, sont déjà reparties pour une nouvelle aventure. Quant à la notion de récepteur et émetteur, il y a des chercheurs qui ont tendance à trop cloisonner leurs recherches et qui ne s'ouvrent pas ni dans le temps ni dans l'espace sur d'autres perspectives. Et à mon avis, ils ne vont pas très loin. Il ne faut pas cloisonner ni le temps ni l'espace. Et donc il faut remonter beaucoup plus loin en amont pour l'astrologie, pour comprendre pourquoi elle est née, pourquoi elle a été faite, pourquoi elle a été conçue, l'astrologie. Alors certains diront, mais elle n'a pas été conçue, elle existe, elle est là, elle est là. On n'a fait que la découvrir. Comment on l'a fait, on n'en sait rien. Non, moi je ne crois pas du tout à ça. Je pense que l'astrologie au départ est un calendrier, une sorte de calendrier alternatif, c'est-à-dire qui n'a pas les mêmes dates, les mêmes échéances que le calendrier mensuel, annuel. C'est un super calendrier que les hommes ont établi pour justement se donner plus de temps au temps, et qui d'ailleurs s'est perpétué, notamment jusqu'à nos jours, sous des formes comme par exemple les calendriers électoraux. On élit les gens pour 4 ans, pour 5 ans, pour 7 ans, pour 2 ans parfois. Et bon, ça c'est à mon avis, c'est une analogie avec l'astrologie, ça. Je ne dis pas que tous les calendriers qui existent actuellement au niveau électoral ont un fondement astrologique, mais sur le plan analogique, si l'humanité se prête à ce genre de pratique qui consiste à élire des gens pour un certain nombre d'années, c'est parce qu'elle est programmée déjà astrologiquement à cette idée d'une durée plus longue que celle de l'année. Donc le droit constitutionnel, à mon avis, s'origine dans l'hémérologie, dans le calendrier astrologique. Donc, d'ailleurs nous allons organiser bientôt, 24 et 25 février, un colloque sur cycles et symboles, à Paris, rue Caillot, auquel tout le monde est invité. Et effectivement, le fait est que dans les rapports astrologie-astronomie, on n'a aucune obligation, de quelque ordre que ce soit, de prendre tout ce qui existe au niveau astronomique. On prend l'astrologie. Nos aïeux ont pris de l'astronomie ce dont ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'un élément moteur cyclique, et bien ils ont pris Saturne, point final. Maintenant, les autres éléments mythologiques peuvent leur servir à désigner des secteurs, des subdivisions du cycle saturnien, ça c'est un autre problème. Mais l'idée que chaque planète doive avoir son propre cycle, mais ça crée, c'est une situation totalement anarchique, complètement folle, dont nous n'avons absolument pas besoin. Même pas pour les septénaires, Et encore moins pour les planètes qu'on a découvertes depuis 1781, 1801, et 1846, 1930, et 1978, etc. C'est absolument pas indispensable. L'astrologie n'a besoin que de ce dont elle a besoin. Alors là, on est dans une espèce d'inflation, de pléthore, qui trouve sa propre justification. C'est ça qui est le cercle vicieux. Parce qu'effectivement, on va dire, mais l'astrologie, c'est ce que dit André Barbeau, je crois, dans de la psychanalyse de l'astrologie, si je me souviens bien, c'est un livre qui est paru il y a 50 ans. Il dit, la complexité même de l'astrologie, son côté très fouillis, notamment le thème natal,
montre bien qu'elle a la vocation à expliquer la complexité de nos problèmes existentiels, personnels, psychanalytiques et autres. Donc finalement, on donne à l'astrologie des objectifs qui vont légitimer sa propre complexité. Mais ça, cette complexité, alors là, on retombe dans le problème des astrologues. Hein. C'est-à-dire que pour gérer cette complexité, bien entendu, il faut des années d'études, il faut passer par un praticien, etc. Or, c'est justement de cela dont il s'agit d'arrêter le processus. Il faut désormais que l'astrologie passe une période de régime, une période d'ascèse, si on peut dire même, d'austérité, de rigueur, où on ne triche plus avec les éléments, où l'astrologie se présente sous sa forme avec un modèle aussi simple que possible, aussi compréhensible, aussi universel que possible, donc pas de thème natal qui ne marche que pour telle personne, et donc qui ne concerne et qui ne fait sens que pour cette personne, et qui n'est validé que par cette personne. Tout ça est terminé. Je ne sais pas si je vais arriver à vous convaincre, mais il faut tourner la page de tout ça. Il faut revenir, c'est le processus de retour de cycle, il faut revenir à un point de départ. Quand on dit par exemple dans les journaux que le système monétaire ceci, que telle façon de travailler ou de procéder n'est plus valable, eh bien il faut en tenir compte. Ça vaut aussi pour l'astrologie. L'astrologie aussi doit faire sa mutation, doit faire sa révolution, et elle doit effectivement faire le deuil d'un certain nombre de pratiques, de méthodes, de stratégies qui ont fait long feu et qui n'ont plus de raison d'être. Voilà.